titre de séjour, un record. Qu'est-ce qui n'a, en matière d'immigration, qu'est-ce qui n'a pas été, qui pourrait être fait encore? Et là, c'est une hécatombe. Oui, mais en réalité, rien n'a été fait. Rien n'a été fait car il n'y a pas de volonté politique de limiter, voire d'arrêter l'immigration. On voit bien d'ailleurs avec ces chiffres de l'immigration légale qu'en réalité, le problème n'est pas une impuissance confrontée à l'immigration illégale, mais bien une volonté d'accorder en réalité un nombre de titres de séjour qui fait que 500 000 personnes entrent chaque année en France légalement. Voilà. Ce qui est évidemment considérable, si vous rajoutez à cela les illégaux. Ceux qui nous gouvernent ne se posent pas la question de savoir comment est-ce qu'on les loge, comment est-ce qu'on les soigne, comment est-ce qu'on enseigne à leurs enfants. Voilà, tout ça crée évidemment une pression sur le pays qui est absolument considérable, mais qui est encore une fois une volonté politique de nos dirigeants. Bien sûr qu'on peut parer à cette tendance, bien entendu. Il va quand même falloir prendre un certain nombre de décisions juridiques, et notamment mettre en place, je le crois, un bouclier constitutionnel. Parce qu'il y a une autre réalité, c'est que nous sommes tout à fait victimes des injonctions de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, et qui nous empêchent en réalité de maîtriser l'immigration dans notre pays, c'est-à-dire juste de décider qui a le droit de venir et qui doit repartir. Donc nous avons proposé depuis un certain temps un référendum qui consisterait à rappeler que la Constitution, rappeler seulement que la Constitution est supérieure dans la hiérarchie des normes à l'ensemble des normes européennes et internationales, et intégrer le droit des étrangers dans la Constitution, qui date de 1958, époque où il n'y avait pas de problème migratoire, alors qu'aujourd'hui c'est un des défis essentiels auxquels notre pays est confronté. Le problème de Bruno Retailleau, c'est qu'il est exactement comme Nicolas Sarkozy à l'époque. C'est-à-dire, il y a beaucoup de déclarations « je ne veux pas du voile dans les universités, je veux maîtriser l'immigration, je suis convaincu d'eux, etc. » Et derrière, derrière rien. Je veux dire, pour l'instant, le symbole en fait, du travail de M. Retailleau, c'est un symbole très humiliant pour la France, c'est cet influenceur algérien qui disait sur la France des choses extrêmement graves, qui la menaçait, qui a été renvoyé en Algérie et qu'on a repris par retour du courrier, si je puis me permettre, et que la justice vient de maintenir sur le territoire national en condamnant la France à lui verser 1 200 €. Voilà, c'est ça le bilan de M. Retailleau. Donc s'il n'est pas capable de faire mieux que ça, je ne suis pas sûr que les paroles suffisent. Ah, ça ne dépend pas de nous. Oui, mais ils peuvent très bien reprendre M. Retailleau. M. Retailleau était ministre sous M. Barnier, il est ministre sous M. Bayrou. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est faut-il des élections législatives à l'automne? Et moi, je pense que oui. Je pense que la France ne peut pas rester indéfiniment avec une absence de majorité à l'Assemblée nationale, qui est la conséquence d'une manœuvre électorale menée par Emmanuel Macron. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait des nouvelles élections et que le Rassemblement national... Je crois qu'il est plus favorable de mois en mois. En réalité, il n'y a pas que le problème de l'immigration qui nous donne raison dans les analyses que nous avons pu faire. Il y a toutes les analyses que nous avons pu faire sur l'Union européenne, qui est totalement stérilisante, sur la désindustrialisation de notre pays, sur la situation de nos services publics, sur notre système de protection sociale qui est en train de s'effondrer, sur la diplomatie, les relations internationales qui doivent être celles de la France et dont on voit qu'elles se sont considérablement affaiblies, notamment en Afrique. Donc il y a beaucoup de sujets qui poussent les Français aujourd'hui à se dire qu'un gouvernement Rassemblement national ferait mieux, et même beaucoup mieux, que ceux qui se sont succédés. Un gouvernement avec une majorité absolue ou en coalition? Non, avec une majorité absolue. C'est-à-dire que j'exclus toute hypothèse, je les regarde, je les vois, je les connais quand même depuis des années, et je vois qu'en réalité, les seuls avec lesquels ils veulent gouverner, ce sont les macronistes. LR, à chaque fois, rêve en fait de gouverner avec les macronistes. Donc on va les laisser gouverner avec les macronistes pendant quelques temps, et puis on va demander aux Français de nous donner une majorité absolue.
Mais vous savez, nous, on a une ligne de conduite qui est très claire. Si M. Bayrou prend des décisions qui sont profondément nuisibles à l'avenir de notre pays ou profondément nuisibles à la vie de nos compatriotes, nous le censurerons. Il le sait, tout le monde le sait. Nous ne l'avons pas fait là parce qu'il fallait un budget à notre pays et que, somme toute, nous avons quand même réussi à obtenir des victoires. Hein. Si aujourd'hui les Français payent leur électricité 15% de moins, c'est grâce à cette censure. Si les médicaments sont remboursés, c'est grâce à cette censure. Mais il n'en demeure pas moins que nous attendons beaucoup plus de ce gouvernement parce que le temps presse. Bien sûr que je crains une guerre commerciale. Je crains tout ce qui pourrait atteindre en réalité nos intérêts. Mais je pense que les mieux placés pour pouvoir parler à l'administration Trump, c'est nous. Parce que nous comprenons ce qui anime Donald Trump. Nous comprenons que cette administration, elle souhaite défendre les intérêts des États-Unis. Et nous comprenons que ces intérêts puissent être contradictoires avec ceux d'autres nations. Et nous avons, nous, le respect du patriotisme qui est exprimé par M. Trump. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'aligner sur Donald Trump, ça n'aurait aucun sens, mais ça veut dire que nous devons créer une synergie entre les différentes nations européennes pour arriver à faire sortir à nouveau le meilleur de nous-mêmes. Et on voit bien que l'Union européenne a été un élément de décroissance, d'affaiblissement de nos nations, pas de renforcement de nos nations. Je pense qu'elles viendront, de toute façon, cette renégociation, elle viendra naturellement, parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que toute une série de décisions sont quand même contestées. Nous avons été leaders, d'ailleurs, dans cette contestation. Regardez ce qui se passe autour du Green Deal. Au moment où les États-Unis disent on réindustrialise massivement, on va baisser massivement le prix de l'énergie, nous on augmente le prix de l'énergie, on fait la guerre au nucléaire, on met en place le Green Deal, c'est-à-dire toute une série de normes qui sont à l'origine de la désindustrialisation de nos pays respectifs, mais aussi de l'affaiblissement de nos agricultures. Donc, vous voyez bien que l'Union européenne n'aura pas tellement le choix. J'ai envie de dire que l'élection de Trump est un accélérateur de la révélation des erreurs qui ont pu être faites par l'Union européenne. Donc soit l'Union européenne persiste dans l'erreur, et à ce moment-là, il faudra que les gouvernants que nous serons eh bien, agissent ensemble au niveau du Conseil pour changer tout cela, soit elle change radicalement d'orientation. Je ne suis pas sûr que Mme von der Leyen soit capable de ça. Je crois qu'il faut rendre le pouvoir au Conseil. En réalité, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que la Commission devrait être un simple secrétariat du Conseil. Or, la Commission s'est attribuée des pouvoirs de plus en plus importants. C'est vraiment l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est vraiment l'administration qui a pris le pouvoir. Je ne suis ni inquiète ni tranquille. Voilà, j'attends de voir ce que feront les magistrats, mais je ne peux pas croire que des magistrats prennent une décision qui vise à empêcher en quelque sorte un tribunal de seconde juridiction de pouvoir analyser ce dossier qui est un dossier quand même très complexe et dont l'origine est évidemment une origine politique. Bon, c'est à peu près la même chose que ce qui est mis en place dans tous les pays dits progressistes d'Europe. C'est d'ailleurs la raison du succès de Santiago Abascal et de son mouvement Vox. Parce que, encore une fois, on voit bien que l'Espagne est en l'état incapable de maîtriser une immigration qui, elle aussi, est dérégulée. Et ça m'intéresse un petit peu parce que comme nos frontières sont ouvertes entre nos pays, et ben, à partir du moment où l'Espagne ne régule pas ses frontières, du coup, c'est aussi nous qui en subissons les conséquences. C'est toute l'ambiguïté de l'Union européenne. Je crois que le point commun essentiel principal, c'est l'idée que la nation, en fait, est le cœur et le centre névralgique de notre pensée politique. La nation est tout ce qui
tout ce que sont les éléments constitutifs de la nation, c'est-à-dire la souveraineté, donc la démocratie, la volonté populaire qui doit être respectée, les frontières qui doivent être respectées, les politiques économiques qui doivent être choisies par les peuples. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être les mêmes dans chaque pays, car chaque pays est différent, mais ça veut dire que chaque pays doit pouvoir choisir ses politiques économiques, la lutte contre les normes, contre le Green Deal, contre le wokisme. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets communs. Je pense que ça n'a aucune efficacité. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour Mme Meloni, je pense que ça n'a aucune efficacité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il faut couper les pompes aspirantes de l'immigration. Il faut mettre en place une politique dissuasive d'immigration. Si vous voulez, tant qu'on offrira tant de choses à ceux qui viennent, tant qu'on régularisera les clandestins, tant qu'on naturalisera ceux qu'on a régularisés, etc., eh bien, évidemment, il y aura du monde pour venir. Donc, l'idée d'aller mettre dans des camps, je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs, 2000 ou peut-être 1500, bon, on voit que ça n'est pas du tout à la hauteur du problème. Donc, moi, je crois à la double frontière. Je pense que nous devons avoir nos frontières et qu'il faut qu'il y ait une frontière européenne qui soit protégée par un organisme de garde-côte, Frontex, mais de garde-côte, pas une agence d'hôtesse d'accueil des migrants, vous voyez ?